c'est Monsieur Lefort et donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour continuer notre cours. Après le grand bond en avant et la révolution culturelle que vous avez fait sur la fiche qui était dédiée et que j'ai corrigé à travers un message vocal, je vous rappelle, bah là c'est plutôt du cours magistral sur la suite de la puissance chinoise, notamment la période 1978 à 2017 ou à 2020 à aujourd'hui, en bref. Donc 1978, ça constitue une date rupture que vous devez apprendre pour le bac, car donc Mao Tse-tung est mort déjà depuis un moment, depuis 1976 pour être précis, et le nouveau leader, le secrétaire général du Parti communiste chinois, c'est Deng Xiaoping, un personnage que vous devez bien connaître aussi pour le bac. Donc son arrivée constitue une véritable rupture, un changement majeur. Pourquoi? Bah parce que il lance une nouvelle politique en 1979 qu'on appelle 1978-1979 qu'on appelle la politique des 4 modernisations. Alors je vous laisse lire ce texte avant de le débriefer, de le décortiquer avec vous. Alors n'hésitez pas à mettre pause. Bon, moi j'enchaîne pour pas que ma vidéo dure hyper longtemps. Alors dans ce texte, Deng Xiaoping annonce ses nouveaux objectifs. Alors déjà, premier objectif, ne plus être pauvre, hein. C'est bien gentil d'être communiste, mais si c'est pour que la Chine vit dans la misère en permanence et qu'elle reste dans le sous-développement, ça sert à rien. Donc il le crie haut et fort. Nous ne voulons pas non plus être pauvres sous le socialisme. Ensuite, il annonce ses 4 objectifs ici, le programme que nous appelons les 4 modernisations. Donc première modernisation, l'industrie qui doit se développer, ensuite l'agriculture, ensuite tout ce qui concerne la recherche, les sciences et la technologie, et quatrième modernisation, la défense nationale, autrement dit l'armée. Donc c'est ça la politique des 4 modernisations. Développer considérablement le pays en priorité dans ces 4 secteurs-là. Alors, comment il va faire donc Deng Xiaoping? Là, entamer une véritable révolution parce qu'il a décidé d'ouvrir la Chine au monde. Donc la Chine n'a plus des frontières fermées. Bon, c'était pas la Corée du Nord, mais c'était quasiment ça. C'est littéralement une politique d'ouverture. Donc les ports chinois s'ouvrent au reste du monde. La Chine s'ouvre au commerce international, à l'import-export, à tout ça. Et comment elle va faire pour se développer? Eh ben, elle va passer à l'économie de marché. Donc là, c'est vraiment splendide et totalement contradictoire. La Chine, pays communiste, qui reste communiste politiquement, introduit du capitalisme dans son économie. Elle adopte l'économie de marché, à savoir la libre entreprise. Elle laisse apparaître des entreprises privées à côté de ces entreprises publiques. Donc elle laisse tomber les nationalisations à tout va et l'État qui dirige tout dans l'économie, la collectivisation, tout ça, elle laisse tout tomber. On repasse à de l'économie de marché avec un secteur privé qui se développe basé sur la libre entreprise. D'ailleurs, il parle à un moment donné de libérer les forces productives, c'est au-dessus de la ligne que j'ai soulignée en rouge. Au fond, consiste à libérer les forces productives d'un pays, donc de créer des entreprises privées, de passer au capitalisme. Alors, pour être précis, c'est pas un capitalisme copié-collé sur celui des États-Unis, qu'on appelle le capitalisme libéral. C'est ce qu'on appelle un capitalisme d'État ou socialisme de marché. Donc dans une copie de bac, les deux sont acceptés. Capitalisme d'État, vu qu'on a encore des entreprises publiques quand même, en partie, ou socialisme de marché. Donc Deng Xiaoping introduit une rupture fondamentale dans l'économie chinoise. Alors j'ai fait récemment ce schéma pour les secondes pour comprendre quelle était la stratégie économique de la Chine. Vous voyez que le but c'est d'attirer en Chine les investissements des Occidentaux, leurs capitaux, c'est-à-dire leur fric, d'attirer leurs entreprises, d'attirer leurs ingénieurs et toutes les personnes qui ont un savoir-faire quelconque, pour qu'en fait ils participent au développement de la Chine. Alors, autre notion du bac, les ZES. ZES, c'est zone économique exclusive. Je répète, zone économique exclusive. Donc, ce sont souvent des ports
où il y a très peu de taxes, une main-d'œuvre avec des salaires très très bas, aucun salaire minimum, aucune limite sur le temps de travail par semaine, très 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 peu de réglementation, pas de code du travail. Ok ? Donc c'est ça qui va attirer les acteurs économiques des pays occidentaux. Ils voient en Chine beaucoup d'opportunités parce qu'il n'y a pas de taxes, de réglementation et de salaire minimum. Et donc la première étape, c'est l'attraction des capitaux des entreprises occidentales en Chine. Deuxième étape, c'est exporter le plus possible. On parle d'une stratégie de promotion des exportations. C'est-à-dire qu'au départ, c'est les entreprises occidentales de Chine qui exportent, puis après, vous avez des entreprises chinoises qui prennent le relais et qui se mettent à exporter le même produit à leur tour. C'est-à-dire que par exemple au départ, je dis n'importe quoi, par exemple une entreprise comme Nike qui fait fabriquer ses baskets en Chine avec une main-d'œuvre chinoise, puis après progressivement cette main-d'œuvre chinoise elle fonde sa propre entreprise chinoise et elle se met à exporter des baskets chinoises à son tour. Pourquoi ils mettent tout sur les exportations ? Parce que simplement à cette époque-là les citoyens chinois sont pauvres donc ils n'ont pas l'argent pour acheter les produits chinois. Donc deux volets, retenez bien, deux volets dans la stratégie de Deng Xiaoping. Une politique d'attraction des investissements étrangers et une politique du toute exportation. Ok ? Alors, donc le schéma, vous le recopiez si vous le voulez. Je passe au petit 2, une stratégie qui a réussi, le décollage économique et commercial de la Chine qui renforce considérablement la puissance chinoise. Donc là, vous voyez qu'on est dans le total opposé de l'époque Mao Tse-tung. La Chine, à cette époque-là, participe quasiment à plus de guerres. La dernière qu'elle fera, c'est en 1979, en plus c'est une défaite, c'est au Vietnam. Donc dans les années 80-90, la Chine participe à aucune guerre quasiment. Et elle arrête la politique agressive, la politique militaire et puis expansionniste. Elle se concentre sur son économie. La priorité, c'est enrichir le pays, sortir du sous-développement. Alors, sur cette carte qui est malheureusement pas très nette, vous voyez quand même les ports chinois qui progressivement deviennent des zones économiques spéciales. Alors j'espère que j'ai pas confondu avec zone économique exclusive, un ZES, confondez pas avec ZEE. ZES, c'est zone économique spéciale. Donc au départ, on a Shenzhen qui est juste à côté de Hong Kong, puis après on a Shanghai, puis après donc on a Shenyang, Tianjin, Pékin. Toutes les villes du littoral deviennent des zones économiques spéciales, cette fois je ne me trompe pas, et elles participent à l'import-export. Du coup, sur cette période, la Chine, cette période en gros c'est 1978 jusqu'à à peu près aujourd'hui, la Chine a un taux de croissance du PIB qui est exceptionnel. Elle a en moyenne un taux de croissance moyen d'à peu près 8 à 9%, avec des années où elle atteint 14% de taux de croissance. Vous voyez, 2007, 14% de taux de croissance, c'est absolument énorme. Pour vous donner une comparaison, en France, dès qu'on a 2,5% de croissance, on est déjà très content. Donc lorsque la France est à 2,5% et que la Chine est à 10 ou 14%, vous voyez bien qu'il y a un rattrapage économique. Donc là, cette époque 1978 jusqu'à peu près aujourd'hui 2020, c'est un peu les 30 glorieuses de la Chine, je dirais même les 40 glorieuses de la Chine quelque part, parce que la Chine sort du sous-développement et développe à fond son économie. On voit que la Chine se développe à fond, pourquoi ? Parce qu'en plus, si on compare les trois secteurs de l'économie, donc secteur primaire, l'agriculture, qui est plutôt le symbole des économies faibles, des économies traditionnelles. Secteur secondaire, l'industrie, c'est les économies plus fortes, mais le top, c'est le secteur tertiaire, les services. Les économies les plus modernes et les plus efficaces sont des économies qui ont un très fort secteur tertiaire. Actuellement, pour vous dire, le secteur tertiaire en France, c'est à peu près 79% du PIB et 70% de l'emploi. Donc, quand une économie se tertiarise, c'est un très bon signe, c'est un signe de modernité. Et c'est ce que vous voyez à travers cet histogramme. Le secteur tertiaire en 1980, c'est un peu plus de 20% du PIB chinois. Or, en 2010, le secteur tertiaire, ça commence à atteindre 43% du PIB chinois.
Donc vous avez une économie où l'agriculture prend de moins en moins de place et les services, tout ça, prend par contre de plus en plus d'importance. Donc les secteurs traditionnels et anciens, moyennement intéressants, perdent en importance et les secteurs plus modernes gagnent en importance. J'espère que c'est clair pour tout le monde. En tout cas, les ES, ça vous devez connaître. Donc une économie qui produit de plus en plus, qui s'enrichit de plus en plus, qui se tertiarise de plus en plus, et qui fabrique progressivement des biens de plus en plus compliqués. C'est-à-dire qu'elle délaisse les produits simples pour faire des produits manufacturés à haute valeur ajoutée. Regardez. Pour le textile, là on est dans des produits simples, banals pour être précis, hein, à faible valeur ajoutée qu'on peut vendre pas très cher parce que c'est des produits simples justement. Et ben pour le textile, entre 1992 et 2005, la part du textile dans les exportations a diminué de moitié. On passe d'à peu près 15% des exportations à 7% des exportations. Et à l'inverse, les biens de haute technologie ou les biens élaborés, manufacturés, qui nécessitent plus de savoir-faire et qu'on peut vendre plus cher, comme les machines électroniques et puis les télécommunications, les téléphones portables, et bien tout ça, ça gagne en importance, ça prend de plus en plus de place dans les exportations. Ça montre quoi? Ça montre que la Chine grimpe les échelons. Au départ, elle fabriquait et exportait des tôles d'acier, des vêtements, des jouets, donc des produits très simples, vendus pas cher. Et progressivement, elle fait de la remontée de filière et elle fait des produits électroniques, des téléphones portables, des écrans LCD LG, tout ça. Donc des produits plus modernes et plus compliqués, qu'on peut vendre du coup plus cher. Du coup, la Chine se développe tellement au niveau économique que, vous voyez, dans cet article de 2016, Le Figaro titre « Le FMI ne veut pas admettre que la Chine est la première économie du monde et qu'elle tend à dépasser les États-Unis ». Donc ça dépend des critères économiques que vous prenez. Si vous prenez le PIB brut ou le PIB en parité de pouvoir d'achat. C'est-à-dire, le PIB en parité de pouvoir d'achat, c'est si vous prenez en compte que par exemple avec $1, vous pouvez acheter plus de choses en Chine que vous pouvez acheter de choses aux États-Unis. Donc selon le type de PIB que vous prenez, la Chine est soit deuxième, soit première au monde en 2016. On nous dit, mais ce dernier, donc le FMI, qui est un organisme plutôt influencé par les États-Unis, continue dans ses analyses à présenter les États-Unis comme la première économie mondiale. Explication d'une contradiction de gros calibre. Donc là, le rattrapage est cette fois total. La Chine peut-être espérer devenir une superpuissance, vu qu'il n'est pas un géant en pied d'argile, une grande puissance pauvre. Elle est un grand pays qui est très peuplé et qui pèse très lourd économiquement. Donc la Chine commence à avoir ses propres multinationales. Exemple Haier. D'ailleurs, tout à l'heure, je me suis un peu trompé parce que LG c'est coréen, excusez-moi. Donc Haier, par exemple, groupe chinois, et puis Huawei surtout. L'exemple que vous devez donner au bac, c'est plutôt Huawei. Ok. La Chine, donc, se permet maintenant d'investir dans les autres pays du monde, d'investir beaucoup en Afrique notamment, et puis également en Europe. Et vu qu'elle s'enrichit, qu'elle exporte beaucoup, elle accumule les capitaux, les réserves financières. La Banque centrale chinoise dispose en 2016 d'une réserve de 3230 milliards de dollars. Donc la Chine a une réserve en monnaie, une réserve de fric purement et simplement, qui est absolument colossale. Donc non seulement la Chine est devenue l'atelier du monde, mais elle est devenue aussi un peu la banque du monde. D'ailleurs, à ce niveau-là, elle a fondé la Banque asiatique pour les investissements dans les infrastructures, c'est BA2I, qui est donc un organisme financier de première importance. Et puis dans le commerce mondial, vous voyez, c'est 12% en 2016, elle joue un rôle absolument essentiel. Je vous parlais des grands groupes, la Chine essaie de développer ses BATX, les promouvoir, pour qu'ils concurrencent les GAFAM,
Donc les BATX, c'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Alibaba, c'est un peu le concurrent d'Amazon et puis de Wish notamment. Et vous avez Huawei qui est très bien placé pour remporter la bataille du 5G, ou en tout cas qui est en train de placer ses pions pour remporter la bataille du 5G. Donc la Chine devient aussi une technopuissance progressivement, une puissance qui investit dans l'intelligence artificielle, qui multiplie les centres de recherche, qui fait construire des campus universitaires, qui finance toute une série de de chercheurs et de projets de recherche, et puis qui invite tous les chercheurs occidentaux à donner des conférences en Chine pour qu'ils forment des étudiants chinois. Voilà, alors je vais stopper ici cette vidéo qui est déjà assez longue, et ça termine donc le petit A de mon grand 2 consacré au décollage économique de la Chine à partir de 1979. Merci pour votre écoute et puis bon courage!